Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des quartiers prioritaires de la ville, grand oublié de la réforme de France Travail. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On va en parler avec Claudia Ruzza, les directrice générale de Positive Planète, très sévère à l'égard de ce vide, de ce manque dans ce rapport concernant France Travail. Elle sera notre invitée. Smart et réglo. Les ruptures conventionnelles collectives. On a parlé des ruptures conventionnelles classiques la semaine dernière. On parlera aussi des PSE et on va en parler avec Djilali Mazouz. Il est avocat en droit social. Le cercle RH, le boom du coworking, c'est un phénomène. Évidemment, l'effet Covid est passé par là. On va en parler. Comment ça marche, à quoi ça sert et est-ce que ce n'est pas aussi un outil de marque employeur pour les entreprises aujourd'hui, mais aussi pour les recruteurs? On fera le point avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'intérim haut de gamme. On en parlera avec Émeric Basse, associé chez Valtus. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup de cette transformation de Pôle emploi en France Travail. On a beaucoup parlé évidemment de ce rapport porté par Thibaut Guilluy, 99 propositions pour accompagner et améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et on va parler des quartiers prioritaires de la ville. On en parle avec Claudia Ruzza. Bonjour Claudia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Positive Planète. Avant de parler, j'allais dire presque de votre coup de gueule, parce que c'est un peu un coup de gueule, resituons Positive Planète, institution, association créée par Jacques Attali en 2006. Vous ne faites pas que de l'écologie, on est bien d'accord? Non, on n'en fait pas d'écologie en tant que telle. Nous, notre mission, c'est d'encourager, de renforcer et de développer l'inclusion économique des habitants des quartiers en les accompagnant vers la création de leur entreprise. Donc on est répartis sur 5 régions, il y a 80 collaborateurs, 250 bénévoles. On est implanté au cœur des territoires en hyper proximité. Ce qui vous donne une légitimité pour prendre la parole sur ce sujet. Alors, il y a un projet de loi en préparation en juin, il y a eu un rapport qui donne déjà les grandes lignes. Vous dites, pour le dire simplement, tout ça est très intéressant, mais il n'y a pas de focus ou de spécificité d'accompagnement des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est quoi? C'est un vrai coup de gueule que vous portez là? Oui, c'est un coup de gueule. Nous, on fait pas de politique. C'est pas notre objectif. En revanche, nous, c'est de faire en sorte que les habitants aient les mêmes chances que les autres d'être insérés dans la société. Concrètement, quand on lit le rapport, il y a 3 mentions des quartiers, 2 entre guillemets. Enfin voilà, ils n'ont pas une place prioritaire, alors que la Cour des comptes, pour le coup, le dit quand des populations font face à des freins spécifiques, et notamment les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il faut mettre en place des dispositifs spécifiques. Et nous, notre coup de gueule, c'est de dire le plein emploi, il ne se fera pas sans les quartiers. Donc, quelle va être la place demain dans la loi qui va être présentée dans quelques semaines? On aimerait bien que les quartiers y aient leur place. Il y aura évidemment le dévoilement au Conseil des ministres de ce texte. Vous allez forcément l'analyser, le regarder. De quoi ont besoin spécifiquement ces jeunes? On parle souvent des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes au chômage. Il y a des femmes, des familles monoparentales. De quoi ont-ils besoin en particulier et qui n'est pas encore inclus dans ce rapport? Alors, en fait, c'est l'accompagnement en tant que tel qui doit être spécifique. Donc, il y a plein de choses intéressantes dans ce rapport, mais c'est déjà d'être dans l'allée vert. Première chose, c'est comment on accède à cette population-là, parce que ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est ça la problématique. Comment on va les chercher. Oui. Et donc, c'est d'être vraiment dans une démarche d'aller vers. Si on reste dans son bureau derrière, ça ne fonctionne pas dans les quartiers. Donc, nous, on a vraiment des gens qui sont issus de ces territoires, qui les connaissent. Ils vont jouer avec eux au foot le week-end. Bon, ça, c'est la première approche. Après, c'est comment on rend... comment on lutte finalement sur la méconnaissance de ces dispositifs qui existent. Et donc ça, c'est dans la même approche, c'est d'être au cœur des territoires, en bas de tour, etc. Et après, dans l'accompagnement en tant que tel, c'est comment on rend accessible la pédagogie entrepreneuriale. C'est bien sûr, quand on est entrepreneur, on est le même, qu'on soit de quartier ou pas de quartier, c'est pas ça le sujet. Mais c'est comment on lève les freins, notamment d'accès au financement, de confiance en soi, de légitimité, de rôle modèle, etc., etc. Quand même quelques chiffres pour qu'on y voit plus clair. Le taux de chômage, alors qu'on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas depuis 1982, c'est ce que le gouvernement nous indiquait, et c'est une bonne nouvelle, 32,9% pour les 15-29 ans, qui est le taux de chômage moyen des quartiers prioritaires de la ville, 22% chez les 30-49 ans. Il faut quand même vraiment s'atteler sérieusement au sujet. Vous dites quand même, dans ce que vous, et chez Positive Planète, vous en êtes la directrice générale,
il y a quand même la porte de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un fort désir d'entreprendre et de monter sa boîte? Oui, il y a un fort désir d'entreprendre, je pense, parce que dans les quartiers, pour y avoir été quand j'étais au collège et au lycée, il y a aussi ce sens un peu j'ai envie de me créer une meilleure vie, et puis aussi parce que parfois quand on fait face à des discriminations, c'est parfois plus C'est la facile seule finalement solution. de trouver des clients qu'un patron. Et donc ça participe aussi à cet élan. Est-ce qu'il faut que les entreprises, parce que ça c'est une réflexion que mène malgré tout Thibaut Guilluy, faire venir les entreprises dans les quartiers, parce qu'il y a souvent beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de dispositifs sociaux, ils existent, ils ne sont pas absents, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut que l'entreprise, concrètement, physiquement, que les patrons aillent à leur rencontre, fassent des conférences? Comment on peut recréer et retisser ce lien et ce lien de confiance? Ce serait une piste. Après, on a vu qu'il y a eu des dispositifs pour que des entreprises s'installent. C'est vrai, les zones franches. Et parfois, c'était avec des boîtes aux lettres, parfois, ça a été d'autres choses. Donc, ça peut être une piste, ça ne peut pas être suffisant. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, arrêter. Il faut créer des ponts. Donner des perspectives d'avenir à ces jeunes, parce qu'en fait, là, on est en train de leur dire vous n'êtes pas important, d'une certaine manière. Et donc, nous, c'est comment on les replace au centre de l'échiquier, parce qu'ils font partie de la solution à ce plein emploi. Il y a des talents, vous évoquiez ces personnes inspirantes. Depuis une trentaine d'années, c'est un vieux sujet, la question des quartiers de banlieue. Aujourd'hui, des jeunes issus de ces quartiers de banlieue ont parfaitement réussi leur vie, pas uniquement dans le cinéma et dans le sport, aussi dans l'entreprise. Ils doivent être aussi des moteurs. Est-ce que vous les encouragez aussi à se montrer, à parler, à aller à la rencontre de ces jeunes? Bien sûr, et nous, on est entourés de ces gens-là, et nous, c'est de leur dire, prenez la parole, donnez envie aux autres d'entreprendre, et ils le font parce que ça donne aussi d'autres exemples en fait de réussite, de montrer qu'on peut être dirigeant et venir des quartiers. Et donc oui, notre mission, c'est en fait d'être fier, c'est aussi d'en faire une fierté. Parfois, on discute avec certains et ils nous disent j'ai pas envie de le mettre en avant parce que j'ai l'impression qu'en fait, et nous, on essaie de transformer ce regard-là sur les quartiers et de leur dire prenez la parole, inspirez les autres parce que vous avez déjà fait finalement une partie du chemin pour les autres jeunes qui un jour entreprendront. Quelques chiffres quand même, parce qu'on voit le boulot que vous faites. 45 000 personnes accueillies pour un premier rendez-vous, c'est colossal depuis 2002. 3 800 personnes accueillies en 2002, 24 000 personnes accompagnées sur la voie de l'entrepreneuriat. J'imagine que vous avez un tableau de bord entre ceux qui disent moi je veux créer ma boîte, et ceux qui la créent vraiment et qui la font durer. C'est quoi la durée de vie et la pérennité de tout ça? Alors la pérennité, on est aux alentours de 69% à 3 ans selon une étude qu'on a menée en 2018. Oui, ce qui est bien, notamment parce qu'on a beaucoup de micro-entreprises, c'est-à-dire au démarrage, ils se lancent comme ça. Après, ça peut être une première étape pour transformer leur société par la suite. Donc nous, vraiment, on en accompagne donc, à peu près 2700 par an, donc 4000 accueillis, 2700 accompagnés par an, 1200 qui créent. Mais nous, notre objectif, c'est pas aussi de pousser tout le monde à entreprendre, parce que l'idée, c'est pas de créer des entrepreneurs précaires, on se louperait complètement dans notre mission. C'est de les faire durer. C'est de les faire durer, grandir. Et c'est de leur transmettre des compétences entrepreneuriales qui, même s'ils créent pas, vont leur être utiles pour s'insérer dans la société et dans une entreprise. En tout cas, vous êtes venu nous dire sur ce plateau, pour terminer cet échange, que aller chercher ces talents dans les quartiers. Il y a une foultitude de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont des vrais talents. C'est quoi? C'est un manque de confiance? C'est la peur de passer le périph'? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, il y a plusieurs choses qui bloquent, mais déjà, il y a la méconnaissance des dispositifs, comme je disais précédemment. Il y a, je pense, beaucoup de freins psychologiques aussi. En fait, et nous, c'est juste de dire tout est possible. S'il y a quelqu'un qui te dit que c'est pas possible, c'est en fait, il te dit ça pour te décourager. Mais c'est possible, et vas-y, et tu as les capacités pour le faire. Nous, c'est notre message et c'est ce qu'on défend. Merci Claudia Ruzza d'être venue nous éclairer sur ce petit combat, parce que évidemment, il ne fait que commencer. Quand vous allez recevoir ce projet de loi, j'imagine que vous allez lobbyiser pour faire en sorte que les quartiers prioritaires de la ville soient bien insérés, bien accompagnés sur ces dispositifs France Travail, et le message est passé. Merci. D'avoir répondu à notre invitation. On fait du droit, le droit c'est important, et on accueille notre invité, c'est Smart et Réglo, vous connaissez notre rubrique. Smart et Réglo, on parle aujourd'hui de la rupture conventionnelle collective, la RCC pour ceux qui sont du métier, et les PSE. Alors ça, les PSE, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, c'est un grand plan organisé par l'entreprise, extrêmement codifié, et on en parle avec Djilali Mazouz. Bonjour Djilali. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocat en droit social chez McDermott. Et on va commencer par le début, parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles. La rupture conventionnelle collective, ce n'est pas un PSE, on est bien d'accord. C'est quoi la différence, et expliquez-nous les deux modèles. La différence essentielle, alors l'un et l'autre ont pour finalité de réduire les effectifs. Ça, c'est le point de départ.
Ensuite, il y a des différences. La différence principale, c'est que là où je dois justifier d'un motif économique, et je dois le faire de manière très rigoureuse, sinon dommages et intérêts devant le Conseil de prud'homme, PSE, dans la rupture conventionnelle collective, en revanche, je n'ai pas à justifier d'un motif économique. Donc ça, c'est la grosse différence et le gros avantage de la RCC. On verra ensuite les faiblesses de la RCC par rapport au PSE. On a beaucoup évoqué le sujet de la rupture conventionnelle classique. Individuelle. C'est plus de 500 000 par an. Enfin, on négocie de gré à gré. Comment on fait là pour faire une rupture conventionnelle collective? C'est un bureau, c'est un open space qui dit bon, et si on allait voir la RH pour faire une rupture conventionnelle collective, comment on fait d'un point de vue pratique? C'est à deux niveaux que ça se passe. La rupture conventionnelle individuelle, c'est à un seul niveau, employeur-salarié, on discute, on signe, et la relation est terminée. Là, j'ai un degré de négociation avec les syndicats. Je dois conclure un accord collectif de rupture conventionnelle collective. Qui vient de la direction ? Qui vient de la direction, contrairement à l'individuel dont l'initiative peut venir du salarié. Souvent du salarié. Souvent du salarié, dans 7 cas sur 10 d'ailleurs. Ici, non, l'initiative, c'est celle de l'employeur. Ça, c'est important de le préciser. Très concrètement, parce que ça, c'est un sujet évidemment très sensible, parce que les PSE, vous le disiez, sont très codifiés et doivent être justifiés avec des motifs économiques. Difficulté de chiffre d'affaires, baisse de chiffre d'affaires. Les avantages et les inconvénients de la rupture conventionnelle collective, c'est quoi ? Il y a des avantages d'ordre juridique et il y a des avantages d'ordre cosmétique. Les avantages d'ordre juridique, c'est essentiellement le fait que je n'ai pas à justifier d'un motif économique. Et Dieu sait que c'est une tâche qui est lourde lorsqu'on est dans un PSE. C'est vrai. Et c'est long, hein. Et c'est long. Il y a une procédure qui est longue, extrêmement réglementée. Je n'ai pas non plus à avoir cette intensité d'échange avec le comité d'entreprise, le CSE, parce que j'ai juste une information à mettre en œuvre. Si je veux faire une consultation, je peux, mais j'ai une charge très légère du point de vue de l'information-consultation. Alors que dans le PSE, c'est hyper réglementé, c'est très long. Expertise contre expertise. Expertise, exactement. Qui ralentit le processus. Qui l'alourdit. Plus que ça ne le ralentit, parce que les délais sont maintenant préfixes. Donc là, on voit bien les avantages, en tout cas pour l'entreprise, d'accélérer et d'accélérer le rythme par le RCC. Ouais. Mais quels sont ces risques? Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Le risque principal, c'est l'échec. J'ai comme objectif de réduire de X% tel et tel secteur de ma population salariale. Mais je suis tenu à obtenir l'accord des gens. Je ne peux pas leur imposer le départ. Par définition, on est dans une rupture conventionnelle. Donc si je n'ai pas de client, entre guillemets, pour m'aider à réaliser mon objectif n'est que partiellement ou pas du tout atteint. Donc le risque, il est là. Donc ça veut dire que dans une entreprise de plus de 50 salariés, et de plus de 100 d'ailleurs, la direction, la RH, informe dans un premier temps la volonté de créer une RCC. Ça redescend. Les salariés en sont informés. Exactement. Ils ont un délai particulier pour dire moi, j'ai absolument pas envie de signer cette convention ou cette rupture. C'est quoi le délai? Ça, c'est l'accord collectif qui est signé avec les syndicats au début qui encadre tout ça. D'accord. La procédure de ce qu'on appelle le guichet auquel les salariés peuvent venir poser leur candidature. Oui, c'est un guichet en fait. C'est un guichet qui est ouvert sur une durée qui est déterminée par les syndicats et l'entreprise. Donc il y a une très grande flexibilité. On fait à peu près ce qu'on veut. Donc on peut l'ouvrir pour 6 mois, on peut l'ouvrir pour 1 an. Et à ce moment-là, les salariés se présentent. L'accord définit les critères objectifs et non discriminatoires qui peuvent permettre à un salarié de candidater. Un accord, par exemple, qui dirait je veux éliminer toutes les personnes de plus de 57 ans, aurait un problème de validité, puisqu'on est dans de la discrimination, un critère de sélection qui est un petit peu discriminatoire. Vu le contexte, en plus, ça fait des ordres. C'est pas le bon moment. Est-ce que le salarié, et ça c'est une question précise, parce que le guichet, dans le métier de journaliste, on l'entend souvent, des grandes entreprises ouvrent un guichet sur 6 mois, et donc c'est une rupture conventionnelle, enfin une rupture collective. Est-ce que le salarié peut ensuite renégocier de gré à gré? Dit, mais moi, ce qui a été négocié par les syndicats, ça ne va pas, et je voudrais, moi, avoir plus de levier. Il a un levier ou pas? C'est une bonne question. La réponse, elle est oui et non. Oui, dans le sens où le salarié peut se trouver dans une situation particulière qui déroge à celle des autres salariés. Un handicap particulier, un enfant à charge qui présente des difficultés d'insertion sociale particulières. Et donc ça peut justifier objectivement, sans qu'on puisse crier à la discrimination par rapport aux autres, un traitement un peu particulier. Mais non, en ce sens que je ne dois pas discriminer et faire de cadeaux injustifiés aux uns versus aux autres. Je la repose plus concrètement. Je trouve que la négociation financière qui m'est proposée ne me convient pas. Sur le principe, je suis d'accord. J'accepte cette rupture collective. Je veux qu'on augmente
Est-ce que je peux le faire? Vous ne pourrez pas parce que l'accord collectif, lui, a défini de manière définitive les indemnités de départ et les modes de calcul. Cependant, vous pouvez, si un litige particulier existe entre vous et l'entreprise, obtenir une soulte additionnelle via la transaction pour étouffer un litige potentiel. Un tout dernier mot de Djilali, la DRET, qui est pilotée par la préfecture, peut casser la rupture conventionnelle. Est-ce qu'il peut y avoir un recours possible du salarié malgré le fait qu'il ait signé cette rupture conventionnelle collective? Oui, on a deux types de recours. On a le recours contre l'accord collectif qui a été signé dans un délai encadré, et on a également, le salarié peut attaquer en justice la validité de l'accord qu'il a lui-même signé. Mais ce n'est pas si facile que ça, car comme pour la rupture individuelle, il faut qu'il démontre un vice du consentement, ce qui n'est pas une chose aisée. Merci de nous avoir éclairés. Donc on comprend bien aussi la souplesse, mais aussi la difficulté de convaincre les équipes. Merci Djilali Mazzouz d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Avocat en droit social chez McDermott. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. On fait une courte pause, on s'intéresse, alors je ne sais pas si les avocats le pratiquent, peut-être que oui, le coworking, c'est-à-dire de ne plus travailler dans son bureau, mais d'aller travailler dans des espaces dédiés où on est au calme, où on peut se réunir aussi dans en général des lieux qui sont plutôt agréables. Ça cartonne le coworking, et notamment depuis le Covid. On en parle avec des experts. Un coworking quand même un peu centré sur l'Île-de-France et encore assez peu développé dans toute la France. On fait le point juste après la pause. C'est le Cercle RH et c'est notre débat quotidien. Le Cercle RH, le débat quotidien de Bismart et de Smart Job en particulier. On parle du coworking. Alors Dieu sait si on en a beaucoup parlé pendant cette période Covid, et ça a explosé pour s'institutionnaliser. On en parle avec nos invités. Des coworking plutôt centrés à Paris et en Île-de-France, un peu moins dans les régions, notamment en zone rurale, et un tout petit peu dans les grandes villes françaises. Qu'est-ce que cela veut dire de notre rapport au travail, ces coworking? On en parle avec mes invités. Rosine Verdier, merci d'être avec nous. Vous êtes coach en orientation scolaire et professionnelle chez One Assens. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Et vous êtes une utilisatrice de coworking. Alors vous allez chez Ebos. En partie, en partie. Oui. Parce qu'il y a plein de marques, on y sera peut-être, mais il y a plein de leaders du marché qui évidemment se battent parce que c'est un vrai business, évidemment. Pierre-Marie Decaux est à vos côtés, managing director. Alors vous êtes directeur SIA Partner. Exactement. Ça vous agace ce titre en anglais, et vous êtes un spécialiste de ces questions de coworking et de cette relation au travail, parce que ça modifie évidemment la manière dont on travaille. Et puis Vincent Binetruy, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur France Top Employers Institute, qui est un organisme international indépendant, pour le situer, qui évalue les stratégies et les pratiques RH. Et vous y mettez une note, une évaluation, c'est ça? Tout à fait. Un peu le TripAdvisor du RH. Exactement, c'est un audit, effectivement, des pratiques. Rosine, on va parler de ce que vous faites, de l'accompagnement que vous menez, de votre métier, mais vous êtes là aussi pour nous dire, en tant qu'usager des coworking, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que j'imagine qu'il y a 10 ans, en tout cas moi il y a 10 ans, je ne connaissais pas le mot coworking, c'est un mot assez récent dans notre vocabulaire. Qu'est-ce que vous y trouvez et quel est l'intérêt que vous y trouvez à utiliser des coworking? Alors moi, en fait, ça m'a permis de démarrer mon activité, puisque j'ai créé mon activité en plein Covid, en fait, en 2020. On y revient. Et en fait, travailler à la maison, seul, isolé, voilà, compliqué comme pour beaucoup. Et j'y ai trouvé, en fait... en tout cas une impulsion, parce que quand on est toute seule en face de son petit papier, son ordi, en train de faire accoucher les idées, et en fait je me suis dit allez, je sors de là. Parce qu'on voit du monde quand même. Voilà, donc en fait moi vraiment la formule coworking m'a beaucoup aidé, en tout cas à démarrer mon activité. Et puis à vous donner la force aussi. À me donner l'impulsion. Et puis on change de lieu, l'air de rien. Tout à fait. Ouais, ça c'est important. Voilà, après moi ça me correspond parce que j'ai la bougeotte et j'aime bien bouger, rencontrer les gens, et on a aussi cette possibilité bien sûr d'être seul ou isolé, donc seul isolé c'est pareil, mais en tout cas d'être aussi en collectif. Puis on va se prendre un petit café au rez-de-chaussée et on rencontre des gens, tiens tu fais quoi, et ça crée un écosystème. Pierre-Marie Decaux, vous observez ce sujet d'assez près chez SIA Partners.
le sujet est ancré, il s'est institutionnalisé. On est d'accord, on ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus en arrière. Et vous disiez tout à l'heure, le mot coworking est un mot relativement nouveau. Oui, mais en fait, le mot ancien, c'était les centres d'affaires. Exact. Ça a toujours voilà, ça a toujours été là. C'est vrai. Donc, le coworking, c'est un mot finalement plus marketé. Ça fait classe. Ça fait plus classe. Et effectivement, on ne reviendra plus en arrière parce que le marché a évolué et qu'il y a des fondamentaux qui sont bien là. Les évolutions du mode de travail, c'est là et c'est permanent. Il y a quand même la révolution énergétique qui est passée par là. Et c'est quand même un moyen pour les entreprises de réduire leurs charges et d'avoir davantage d'agilité sur la manière d'opérer leur immobilier. Et puis la question RSE, pas uniquement sous l'angle de la consommation énergétique, mais aussi sous l'angle du label, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vers des entreprises du coworking pour aussi se formaliser à un label de certification. Grâce à cela. Exactement, et vient chercher finalement chez l'acteur du coworking un tiers de confiance qui lui permet d'être effectivement en adéquation avec sa RSE, sa politique RSE. Vincent Binetruy, on parlera ensuite des chiffres, d'évolution, on peut le voir tout de suite. C'est 3420 espaces de coworking recensés en France en 2022 contre 1700 en 2019. Et je rajouterais qu'il y a en plus de ça vient se greffer les fameux tiers-lieux, qui sont aussi des espaces de coworking, mais qui ne sont pas forcément gérés par des grandes marques, souvent anglo-saxonnes, mais qui sont gérés par des municipalités, des métropoles, qui sont aussi des lieux de coworking. Vous, l'évolution de vous qui observez les tendances et les practices, c'est rentré dans les mœurs. Toutes les entreprises aujourd'hui disent, après tout, si tu as besoin, tiens, va bosser en coworking. Exactement. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, un des besoins fondamentaux des collaborateurs, c'est qu'on prenne en compte leurs besoins individuels. Et pour prendre en compte leurs besoins individuels, les entreprises leur mettent à disposition un certain nombre de moyens. Et dans les moyens, il y a des budgets individuels pour un certain nombre d'activités. C'est le cas, par exemple, pour la formation. Ils ont des budgets individuels pour se former. Mais ça peut être le cas également pour travailler. Et donc le fait, à un moment donné, qu'une entreprise accepte de prendre en charge un budget pour que le collaborateur puisse avoir le choix de venir au bureau ou travailler en coworking. C'est une demande du salarié ou c'est l'entreprise qui dit, d'une manière très généralisée, voilà, vous avez possibilité, est-ce que ça rentre même dans le dialogue social? Alors ça peut être les deux, ça peut être en effet à la fois prendre en compte les besoins individuels et d'autre part le fait qu'il y ait une stratégie derrière tout cela. Et on le voit bien parce que de plus en plus de DRH de grands groupes ont dans leur giron de responsabilité à la fois souvent la RSE, mais également la gestion immobilière. Mais oui, les deux sont liés. Et les deux sont forcément liés dans l'organisation du travail. Pierre-Marie. Ça, c'est vrai, effectivement. On voit effectivement la fonction services généraux ou immobilier qui est de plus en plus embarquée par la fonction RH, parce qu'effectivement, les connexions sont assez automatiques. Il y a des gains à faire aussi, j'imagine. Il y a des gains à faire. Mais oui. Et puis, la demande, elle est individuelle, mais elle est collective. Si on prend le marché parisien, aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui consiste à revenir dans Paris intramuros. C'est vrai. Il y a beaucoup de grands groupes qui étaient installés dans la couronne ou la proche banlieue, qui ont un actif immobilier qui est peu accessible, peu attractif, qui est loin, et donc ils cherchent à revenir dans Paris intramuros par l'opération effectivement du marché du coworking. Ils ne veulent pas acheter ou faire du bail, et donc vont effectivement poser toutes leurs boîtes dans le coworking. Ils vont poser leurs boîtes dans le coworking parce qu'effectivement, par le biais des services, par le biais de cette communauté que ça fait vivre et que ça embarque au quotidien, on a un levier d'attractivité et de rétention des collaborateurs. Vous, en tant qu'utilisatrice, même par rapport à vos clients, parce que votre entreprise, elle vit, elle se développe, enfin, pareil, vous imaginez pas vous louer un pas de porte, pour le dire un peu simplement, avec quelques bureaux, la petite machine à café. Vous dites, après tout, moi, ce modèle-là, il me va bien. Vous accueillez vos clients dans vos... Dans l'espace de coworking, avec un système de... soit on peut louer au mois, à l'heure. Vous faites comment? Flexible. À l'année, au mois? Enfin, vous dites... Moi, j'ai testé plusieurs formules, mais finalement, le coworking, c'est bien. Donc, je loue plutôt, on va dire, au besoin. Au besoin. Pour le moment. Donc vous appelez votre prestataire. C'est ça. Bonjour, 14h, 18h. Je réserve à peu près, j'ai quand même mes rendez-vous qui sont fixés en amont, donc je réserve à peu près, je ne sais pas, mes rendez-vous sur un mois, par exemple. Mais juste parce que c'est assez intéressant, on voit bien le côté pratique, mais financièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a des tarifs qui varient quand on regarde un petit peu les offres, les opérateurs, Wujo, Regus et quelques autres marques. Vous vous y retrouvez financièrement? C'est pas le plus intéressant de réserver
à la demande. Mais en même temps, quand on démarre, moi je suis une jeune entreprise. Entrepreneuse, ouais. Donc c'est ce qui me convient aujourd'hui parce que j'ai pas une visibilité sur mon agenda et pas pour le moment très très booké pour que je puisse me permettre d'avoir un bureau à l'année Bien sûr. ou au mois. Et Beauce, c'est un choix lié à la géographie de votre lieu de vie, j'imagine. Tout à Que si vous fait, aviez un oui. Vojo à côté, vous auriez pris Vojo. C'est à 10 minutes de chez moi. C'est ça l'avantage. Ouais, Pierre-Marie. Il faut bien comprendre que le marché du coworking, c'est un marché de l'hospitalité. C'est ça. C'est le même marché finalement qu'un groupe hôtelier. C'est exactement ça. C'est un marché où je gère du taux de remplissage et j'ai une adresse. Et ce qui compte en fait dans le marché du coworking, c'est l'adresse. C'est l'adresse qui prime. Et donc effectivement, je suis proche des centres de décision économique, je suis proche d'une gare, je suis proche d'un hub de transport. À partir du moment où on maîtrise l'adresse, effectivement, certes, il y a une offre relativement large, mais les clients viennent à nous. Et aujourd'hui, dans Paris Intramuros, il y a eu une telle saturation du marché, Clairement. il y a eu une telle prise à bail, il y a eu 60 prises à bail en 2022 sur le marché du coworking, c'est énorme. On a doublé de taille, le marché du coworking, ça a doublé de taille entre 2019 et 2023. Les bureaux où il est marqué alloué estate sont repris par des grosses compagnies coworking, c'est bien cela. Hein. Exactement, et les foncières immobilières ont beaucoup investi post-Covid dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ils ont eu un effet opportuniste parce que les bureaux se sont vidés. Et c'est bon pour Paris, l'air de rien. Exactement, les bureaux se sont vidés, donc ils ont pu rénover les actifs immobiliers. Et aujourd'hui, on a un parc tertiaire à Paris qui est hyper performant sur le plan de la consommation énergétique. Et donc, on est en capacité de venir greffer une offre tarifaire qui est très compétitive pour les clients. Vincent Minetruy, juste ce chiffre, occupation des espaces de coworking, excellent, vous nous le dites, 91%, ça veut dire que c'est comme de l'hôtellerie, les salariés plébiscitent cet espace. Oui. Il y a un double effet, il y a un effet de rétention des collaborateurs, ça vous devez le constater. Moi j'ai même envie de dire pour la génération Z, c'est presque comme le télétravail en fait. Hein. Il faut que sur la fiche de poste, télétravail et possibilité de coworker. Enfin, c'est devenu des conditions. On est d'accord. Exactement, d'autant plus que pour cette génération Z, on va même plus loin. J'imagine que vous le voyez également, Pierre-Marie, mais c'est le fait de la tendance du co-living. Le co-living, c'est quoi? C'est finalement de la colocation qui intègre une partie de travail. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Tout se mélange. Il y a des espaces effectivement individuels pour loger. Qui est un enjeu. Et on ne parle pas de colocation dans un appartement fermé, etc. On parle aujourd'hui d'entreprise. C'est quoi? C'est un canapé-lit qui est pas loin du bureau, enfin, concrètement. En fait, chacun a sa bulle individuelle avec son espace. Je commence à être vieux. Hein. On y arrive tous, ne vous inquiétez pas, Arnaud. Mais on est vraiment sur des espaces avec des bulles individuelles qui sont un peu comme des chambres d'hôtel. Wow. Et avec des espaces de partager pour vivre, pour cuisiner, pour se restaurer, pour les loisirs, avec des salles de cinéma, par exemple, dans ce type d'espace, et des espaces de travail. C'est-à-dire qu'on est en train de mélanger... Vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, ça existe. Ça existe, c'est assez naissant en France, c'est en train véritablement de se développer. Il y a des entreprises qui sont en train d'arriver plutôt, en effet, du monde anglo-saxon, qui sont en train de lancer ça. Mais on est sur du coworking plus, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler en groupe, mais il y a le fait de pouvoir loger sur place. Pierre-Marie, c'est un phénomène incroyable, parce qu'il y a un problème de logement chez les jeunes. Ils veulent bien venir bosser dans Paris-Centre, mais la vérité, c'est qu'ils galèrent à trouver un logement. Ouais. C'est peut-être aussi la solution pour les garder, ces jeunes. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des études qui ont été menées sur Paris Intramuros, sur le co-living. Moi, je sais, c'est qu'un acteur comme Startway, qui est un des acteurs historiques du marché français, a un espace de co-living à Arcachon. On est sur des zones un peu touristiques. Pas mal. Oui, Voilà, des zones touristiques où on mixe à la fois du temps perso, de vacances, et on veut venir un peu greffer du travail. Et finalement, pourquoi pas venir dans un endroit qui nous permet de mixer les deux dans des zones où, en plus, il y a une forme de tension de l'offre immobilière de tourisme. Donc ça, effectivement, ça commence à émerger. C'est relativement marginal. Les gros acteurs du marché regardent ça de manière très prospective à ce stade. Voilà, on est sur un marché d'ultra niche, le co-living. Mais c'est d'ultra niche, mais ça repose la question de ce rapport vie privée, vie pro, qui a été posé pendant la période Covid, parce que tout d'un coup, on se mettait à bosser de chez soi, allongé sur son canapé-lit, et que en fait, tout se mélangeait, et qui pose plein de questions, même en termes de code du travail. Enfin, tout ça n'est pas totalement neutre. Ça vous tente ou pas? Parce qu'il y a quand même l'idée dans ce que vous nous racontez.
Ouais, Ça me tente. c'est de garder un lieu de vie perso. Non, ça vous tente pas. Non, On est d'accord. Non, ça me c'est tente bien pas. quand on a Mais quoi c'est une bonne C'est ça, je pense que c'est alternative. très- 25 ans, quoi. C'est ça, exactement. On est C'est d'accord. une bonne alternative pour les jeunes. Alors moi qui accompagne les jeunes, justement, oui, je me dis que c'est une bonne alternative. Vous l'accompagnez, la génération bien Z, vous sûr, bien Vous les sûr. accompagnez Les d'ailleurs à quoi À étudiants, trouver leur de parcours 13 professionnel à 25 ans, et puis des adultes aussi, mais voilà, à trouver leur orientation scolaire déjà d'une part, réorientation, orientation, enfin voilà. Une sorte de bilan de compétences pour ces jeunes, en Pour fait. les jeunes, Parce que c'est en tout à fait un bilan de C'est compétences, ça que vous exactement faites. ça, oui. Sur le plan du business, excusez-moi, parce que vous nous dites les RH commencent aussi à gérer le parc immobilier. Le parc immobilier commence aussi à lorgner côté RH. Il lorgne aussi sur le côté vie privée des salariés en disant, moi j'ai 15% ou 20% qui font 1h30 de route en trajet RER. Toutes ces questions-là sont posées. En termes business pur, l'entreprise y gagne. Là, je parle vraiment en termes économiques. Elle gagne à prestater ses coworking et à transférer une partie de ses effectifs dans des lieux qui ne sont pas à elle. Bah, elle y gagne, oui, parce qu'elle a des taux d'occupation qui chutent. Donc elle réduit ses Donc surfaces. effectivement, elle réduit sa surface et effectivement, elle réduit sa consommation de fluide et d'énergie. Donc c'est quand même pas neutre aujourd'hui. Oui. Et surtout, elle a de la flexibilité et de l'agilité. Le gros problème économique aujourd'hui, c'est le manque de vision à long terme. On est une entreprise, finalement, on ne sait pas ce que sera son marché demain. On ne sait pas si je vais avoir plus 30 ou plus 40 ou moins 20 ou moins 30% d'effectifs. fréquentation. Et donc, avoir cette agilité, cette flexibilité, c'est quand même la première promesse de valeur. C'est ce que dit Rosine du marché d'ailleurs, du coworking. à son niveau. Elle dit je ne peux pas louer à l'année, Exactement. parce que globalement, moi je vais louer au coup à coup, parce que si je pouvais louer à l'année, ça veut dire que j'ai une visibilité sur un an, et qu'elle n'a pas. Tout à fait. Les entreprises, elles vous disent quoi? Celles que vous auditez, parce qu'il y a une forme d'audit, Tout à fait. avec des questions extrêmement précises. Exactement. Manque de visibilité, on l'entend. Et l'idée aussi de réduire ses coûts en bâti, parce que il y a deux coûts, hein, il y a les salaires et il y a le bâti qui coûte cher à Exactement. l'entreprise. Aujourd'hui, un DRH, par rapport à ces notions d'occupation, va raisonner en termes de nombre de sièges dans son entreprise, dans ses locaux, par rapport au nombre d'employés. Et aujourd'hui, on a des ratios 0,9, 0,8, 0,7, c'est-à-dire que j'ai un nombre de places qui est, par exemple, 0,8 sièges pour un employé. Donc ça veut dire que Donc il est à cheval, quoi. C'est Il, précis, Non, mais ça veut 0,8. il a une fesse dehors, quoi. ça veut dire qu'il y a 20% des effectifs qui ne seront pas forcément présents tous les jours. Lié au turnover du télétravail, Exactement. lié aux gens qui sont là, à qui ne sont pas là. l'hybridation qui va se faire. Parce qu'en fait, on parle de télétravail ou de coworking, mais Oui. dans une même journée, on peut travailler depuis le train, depuis chez soi, Tout à fait. depuis un rendez-vous externe, depuis son bureau et depuis vrai. un espace de Et coworking. de faire sa visio au café. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de tout ça. Et là, on parle des espaces de coworking externalisés, mais vous avez des grands groupes qui, par exemple, ont mis en place des espaces de coworking internes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous libérez 20% de vos sièges, ça veut dire que des employés habituellement rattachés à un autre site peuvent venir pour des raisons pratiques, au lieu d'aller à leur siège à la Défense, je pense Exact. à un groupe du CAC 40 en particulier, venir sur un site auquel ils ne sont pas rattachés habituellement, parce que ce jour-là, ça les arrange, Oui, c'est ça. parce qu'ils ont un rendez-vous pas loin, etc. C'est le coworking intégré Exactement. lorsqu'on a des filiales ou des sites. Exactement. Pierre-Marie. Alors ça, c'est des modèles de gestion qu'on appelle le contract management. C'est effectivement, je suis une entreprise, je me rends compte que j'ai 1 ou 2 étages qui sont libérés parce que les gens viennent pas. Je les rationalise. Je les rationalise, je les donne en gestion à un opérateur de coworking qui va les commercialiser et avec un mode de rémunération qui est pour le propriétaire peut être lié au taux d'occupation. Donc, on a aussi une capacité à valoriser financièrement des espaces qui sont libérés et à les donner en gestion, avec tout le package de services que ça embarque, un opérateur de coworking. Alors là, c'est la partie externe. Moi, je parlais vraiment de coworking interne. Interne, comme le disait et Arnaud. interne, et interne. Voilà, exactement. Moi, j'avais une question Rosine, sur, vous avez des questions? Oui, juste. Faites la journaliste, Rosine, allez-y, faites-vous plaisir. Non, mais par rapport à quelles sont les limites finalement par rapport pour les salariés sur le télétravail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des limites fixées, est-ce qu'ils peuvent aller où ils veulent, d'où ils veulent, est-ce qu'on peut partir à l'autre bout du monde et être en télétravail? Au prétexte qu'il y a une C'est quoi les filiale limites, à en Kuala fait Lumpur. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a des limites, on va dire, opérationnelles, Oui, liées à oui, l'organisation de ça, l'entreprise, mm, mm. du service, de l'équipe, sûr. etc. Et puis, il y a des limites, après, juridiques, Mm. fiscales. En France, Évidemment. je ne connais pas forcément le détail, mais à partir d'un certain nombre de jours passés à l'international, vous êtes fiscalisé dans votre pays d'accueil, donc ça veut dire que ça pose d'autres soucis, Bien sûr. tant vis-à-vis de l'individu que vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il y a Juste ces une limites. question, Rosine, je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous m'autorisez. Vous avez fait des rencontres en termes purement sociologiques, parce que là on parle beaucoup business, d'enjeux financiers importants pour les entreprises, mais
moi qui fréquente aussi des lieux de coworking, je trouve intéressant d'y faire des rencontres dans des écosystèmes très différents. Tout à fait. Comment ça s'est vécu, ça? C'est la richesse, en fait, justement, pour moi, de ce type de lieu, en fait, parce que ça nous permet d'ouvrir Bah oui. nos possibilités, de faire des rencontres pour pouvoir faire du partenariat Et éventuellement. même du business, hein. Du business, quand je dis partenariat, c'est business. Et puis, mais dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus, je dirais, conviviale et plus décontractée. Mais en ça fait. casse les codes, le coworking. Ça casse complètement, les codes de complètement, l'entreprise. On ne se complètement. parle pas pareil. Non, on ne se parle pas pareil. Enfin, là, en fait, entre autres, en plus, moi, je trouve que vraiment, le coworking en banlieue, c'est une révolution. C'est intéressant. C'est génial, c'est intéressant. Parce Vous avez raison. que aller à Paris pour aller sur du coworking, en fait, ça n'a pas de sens pour ceux qui Sauf habitent. quand on habite Paris. Sauf quand Bah, on habite évidemment. Paris, évidemment. Je suis entièrement d'accord. Mais donc, Il faut vraiment, les mettre dans les banlieues. Il faut les mettre dans les banlieues. Un dernier mot conclusif. Le- La pression est forte sur vos épaules. La pression est forte. Non, ce que je veux dire, c'est que la notion de communauté, elle est très forte et que si vous regardez aujourd'hui la promesse de valeur, comment ils marketent leur promesse de valeur, les acteurs du coworking, ils se positionnent comme des réseaux sociaux réels. Exactement. Et des acteurs du bien-être du collaborateur. Et donc, il y a une vraie charge émotionnelle autour de C'est tous ces exactement sujets-là qui est embarquée et qui est marketée. Et ça marche très bien quand on voit aujourd'hui la manière dont le marché s'est développé, Mais notamment à Paris. C'est un sujet, je pense, d'études des sociologues ou même des anthropologues. On n'a pas les mêmes codes de langage et d'attitude quand on est dans un coworking. C'est intéressant, ça. Les entreprises, le plébiscite, quand même, là, dans l'évolution de vos notations, c'est quelque chose qui va progresser encore? Oui, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui laissent la main mise aux collaborateurs pour s'organiser en termes d'horaire, liberté. de lieu de travail. Mais en même temps, ça, effectivement, c'est une réalité. Et à l'autre bout de l'échelle, on a des entreprises qui se disent il ne faut surtout pas qu'on perde le lien social avec nos équipes. Et Ouais. donc, c'est comment réussir à faire cet équilibre qui n'est pas simple à trouver. Loin et près en même Ouais, temps. moi, je le vois parce que je suis aussi utilisateur pour les équipes France du Top Employers Institute de lieux de coworking. Sauf que toutes les 6 semaines, on réserve un tiers-lieu qui n'est pas dans nos coworking respectifs. Voilà. Et on se retrouve tous réunit ensemble. tous ensemble pour une journée de travail. Merci à vous trois, c'était passionnant Merci. ce débat et on le creusera Merci. aussi sur l'aspect sociologique. Merci à vous Vincent Binétruy, vous êtes le directeur France de Top Employers Institute. Merci à Rosine Verdier, coach en orientation scolaire pour les 13-25 ans. C'est le bilan de compétences pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Et Non, vous c'est le bilan d'orientation. d'orientation. Voilà. Enfin, Bilan de compétences, c'est pour les adultes. j'entends bien, mais il y a un petit c'est- côté. il y a un petit côté. On fait une photographie C'est de là ça. où on en est. Tout à fait. Et vous êtes une jeune entrepreneuse, utilisatrice du coworking, et elle ne veut pas en changer. Hein, En banlieue, je en précise. banlieue. Parisienne. Et merci à Pierre-Marie Decaux, vous êtes l'un des directeurs, partners. Directeur, vous n'êtes pas partners encore? Ah, vous êtes gentil si vous me, Je vous ai mis- vous me propulsez à cette Je vous ai mis position-là, partners, mais, ça va arriver, ça va arriver. J'espère que Chez- ça sera écouté cette émission. Mais évidemment, C'est une vision. chez SIA Partners, merci à vous trois de nous avoir éclairés. Merci, Merci à vous. On termine Merci notre à vous. émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. On termine notre émission Fenêtre sur l'emploi avec notre rubrique et on parle de l'intérim haut de gamme. Alors, on accueille Émeric Basse, vous êtes associé chez Valtus, 25 ans d'expérience, Ouais. leader européen. Ouais. On dit intérim ou on dit l'autre expression Management de le transition. management de transition? On dit intérim en anglais, Ah. mais on dit management de transition en français. D'accord. Un C'est peu- la même chose. C'est la même chose, que je vous donne un peu de contexte. En fait, c'est un métier qui est né aux États-Unis dans les années 80, fin années 80, après la crise du choc pétrolier, où les automobilistes ont eu une bonne idée, les acteurs du monde automobile ont eu une bonne idée de non pas utiliser des consultants pour restructurer leur organisation, mais des managers opérationnels. Et donc, Donc ils les intégraient sur une durée courte. exactement, pour transformer leur business model et apporter, et apporter du changement. Et en fait, ça s'est bien répandu aux États-Unis. Et après, le concept est passé outre-Atlantique et est venu en France. Et on a développé Valtus il y a 25 ans. Alors, ce qui est vraiment incroyable dans ce profil de management de transition, Ouais. c'est que ce sont des personnes, et là ça touche au débat des retraites, Ouais. des seniors de high level pour certains, Ouais. plus de 50 ans, Ouais, 53 ans en moyenne. 53 ans en moyenne, Mmh. qui ont une super expérience, mais qui veulent plus, et on les croise souvent, ils ne veulent plus repartir dans l'entreprise comme salariés. Non. Et c'est vers vous qu'ils se tournent en fait. Exactement. En fait, on leur donne un deuxième souffle. Vous savez, on rencontre des
des managers à tempe grise, on les appelle pas seniors, mais management à tempe grise, Ouais. vous pourriez en faire partie. Ouais, je suis dedans là. Moi aussi. Un peu moins. Ouais. J'ai un bon coiffeur. Non, mais qui, en fait, veulent intervenir dans les entreprises, les grands groupes, les ETI, les PME, même les startups, en se rendant utile, en apportant Leurs compétences, quoi. de la compétence, mais aussi c'est une posture managériale, Ouais, c'est vrai. en apportant de la liberté de ton, la liberté d'action, en servant une cause, en servant un projet, en sortant des enjeux politiques, des enjeux de carrière. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Émeric, c'est que effectivement, quand on vient que pour 6 mois, Ouais. on se dit, dans 6 mois, je suis plus là. J'ai aucune pression autour de la hiérarchie, de ma carrière, parce que les enjeux politiques de l'entreprise, ils sont là. Réel, ouais. Et ceux que vous envoyez, bah, finalement, entre guillemets, hein, c'est un peu les mercenaires qui disent, moi, je suis libre et on va aller très vite. Oui, alors mercenaires, c'est plutôt commando. On préfère utiliser ça. Je suis d'accord. Ils interviennent en fait pour... Mais c'est pas des co-skillers, on est Non, d'accord. ils interviennent pour le compte d'une organisation, d'un projet, d'équipe. Moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont dit, vous savez, quand on fait appel à du management de transition, on fait un cadeau à notre entreprise. On fait un cadeau à notre entreprise et à nos salariés. Mais vous, dans votre business, c'est quand même très très fin parce qu'il faut quand même avoir une connaissance parfaite de ces managers de transition pour pouvoir les mettre au bon endroit. C'est tout l'enjeu en fait. Il faut que la mayonnaise, elle prenne. Hein. C'est à la fois... L'enjeu, c'est d'identifier les bons profils et on a un vivier de talents de 50 000 talents. Il grossit là dans la période. Constamment. Il y a une vraie volonté, un vrai appétit au management de transition chez les 4 dirigeants à tempe grise, dirigeants et dirigeantes. Mais notre métier, c'est aussi de les accompagner dans leur succès, dans la performance. Faut pas, vous les lâchez pas une fois que pas du tout. la mission est. Alors c'est un sujet intéressant. Ils se mettent en contrat de salariés pour une durée indéterminée, voire déterminée, où ils disent non, moi je veux vraiment être en auto-entrepreneur et on me facture. Alors c'est pas forcément être auto-entrepreneur, mais ils ont créé leur société Ça, ou alors ils utilisent du portage pour être salariés. L'avantage, on le voit évidemment pour l'entreprise, c'est un beau cadeau. L'avantage pour celui qui va rentrer dans la structure, c'est quoi? Il gagne plus. Financièrement, c'est pas inintéressant. Alors, il gagne bien sa vie. Il se sent utile. Parce que à 55 ans, en fait, on y revient. Hein, vous voulez découvrir de nouveaux univers, vous voulez partager votre expérience, vous voulez transmettre. La notion de transmission est importante. Hein. Vous voulez aussi côtoyer des univers qu'on n'a pas eu avant. Ou éventuellement jeunes, avec des cultures différentes. Donc, vous voulez être utile et performant. Et c'est ça, en fait, qui les anime. Un dernier mot, quand même, sur la relation au travail. On a le sentiment, même chez certains cadres dirigeants ou les managers que vous accompagnez, l'envie de ne plus être salarié, l'envie de retrouver de la liberté, quand même. Oui, alors c'est un vrai sujet. Vraiment, je pense que Valtus apporte une vraie réponse à ce nouveau mode de travail. Les cadres dirigeants, et je pense que les jeunes aujourd'hui, veulent intervenir plutôt on demand. Ils veulent gérer les temps forts, les temps courts, les temps personnels et les temps professionnels. Et donc, ils veulent choisir pour qui ils travaillent, quand ils travaillent. Ouais. Merci Émeric Bas ou Bass. Ah, j'ai bien dit. Bravo. Parce qu'il y a Philippe Bas, le sénateur, mais Émeric Bass, associé chez Valtus, 25 ans d'expérience dans ce management de transition. On dit intérim en anglais. Interim management. Et voilà, interim management, j'ai mis avec l'accent. Merci, c'était un vrai plaisir de terminer l'émission avec vous. Merci à vous et pour votre fidélité évidemment et pour tous les messages. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Je remercie aujourd'hui Angèle à la réalisation, Mathieu au son. Je remercie évidemment l'équipe de programmation avec Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, je serai là très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèles à tous nos programmes. À demain.